Bonsoir, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de Masterchef se met à table et je vous propose de découvrir tout de suite le sommaire de notre émission. Ce soir, vous assisterez à des trous de mémoire. Ça s'appelle être réactive et intelligente, ça, Sophie. Moi c'est Julie, mais il n'y a pas de souci. Encore des trous de mémoire. Allez, Sophie. Mais oh, mais c'est pas vrai. Il y aura de l'autorité. Et ça, c'est quoi? Un tas de merde. Mais vous assisterez également à la masterclass de Frédéric Anton. Vous avez vu, on a quand même quelque chose de super doré, de beau, de régulier. Grâce à Sébastien Demorand, vous deviendrez incollable sur les œufs. On ne met jamais un œuf dans le frigo. Jamais, jamais, jamais. Et encore plein d'autres astuces et indiscrétions. Je vous propose tout de suite de découvrir les dessous du plus grand concours de cuisiniers amateurs de France, la vie des candidats, les coulisses de l'émission et le jury comme vous ne l'avez jamais vu. Ça, c'est tout de suite dans les news de la semaine. Cette semaine, Yves Candebord a montré qu'il avait une légère tendance au trou de mémoire. Oh, vraiment légère, 3 fois rien. Et le premier à en faire les frais, c'est Pascal. Je vais vous dire la même chose, mais très simplement, Ludovic, je sais que vous faites de la compétition. Pascal, toi, tu as vraiment un problème avec les prénoms, hein? Non, Yves, Ludovic, c'est lui. Bon, sinon, Olivier, vous avez bien relu de A à Z. Et faites attention, Olivier. Votre poisson, vous avez bien vu la cuisson du poisson, Olivier? Oui. C'est particulier, c'est différent d'habitude. Hein. Putain. J'appelle Olivier, quoi. Je sais pas que je vais t'appeler Olivier. Bon, là, c'est déjà très compliqué, mais ce n'est rien par rapport à Julie qui va subir un véritable acharnement de la part du chef. J'ai été mettre mon camembert au congélateur. Bonne idée. Pour qu'il Très bonne idée. durcisse. Ben voilà. Ça s'appelle être réactive et intelligente, ça, Sophie. Ça Moi fait c'est plaisir. Julie, mais il n'y a pas de souci. Et pourquoi je dis Sophie, quoi? Je suis une catastrophe. Et de 1. Bon, et vous allez accompagner vos petits crons, on va dire ça, vos petits beignets de camembert avec quoi, Sophie? Mais moi c'est toujours Julie, En plus, c'est mais pas il n'y a vrai, pas de mais souci. Et de 2. Petite chatte. Sophie, ça fait plaisir de vous voir précise dans vos explications. Et de 3. Troisième solution, Sophie. Très très fin, parce que attention. Allez, une petite dernière. Et je n'oublie pas, subtilité, simplicité. Allez, Sophie. Mais Oh, moi, mais c'est c'est pas vrai. Julie. Alors, on pourrait se dire que notre candidate Julie lui rappelle une certaine Sophie. Mais en fait, pas du tout, car c'est maintenant au tour d'Asna de changer de prénom. Asna, elle s'appelle Asna. Je vais y aller avec Je pense qu'il parcimonie. faudra goûter, Sophie, parce que peut-être le fait justement que l'huile soit puissante. Oh putain, mais c'est pas vrai, mais je suis catastrophique. Non, il appelle tout le monde Sophie ce matin. Il appelle tout le monde Sophie. Il vient de l'appeler Sophie. Il vient de l'appeler Sophie. C'est dingue. Bon, là, 2 solutions. Soit c'est le manque de sommeil, soit il faut consulter. C'est le moins qu'on puisse dire. En tout cas, Sophie, si tu nous entends, Yves semble avoir vraiment besoin de toi. L'une des épreuves imposées aux candidats cette semaine était la réalisation d'une recette dont les ingrédients devaient avoir la même couleur, autrement dit une recette monochrome. D'accord. Oui. Et vous allez voir que si certains ont bien compris le message, Non, c'est blanc, je crois que j'ai rempli à peu près le contrat. d'autres sont totalement hors sujet. C'est le cas de Ludovic. C'est un monochrome de couleur. Oui, mais rouge et jaune, ça fait 2 couleurs, Ludo. De toute façon, pour faire du rouge, il faut du jaune, non? C'est bon, alors. Bon, voyons ce que Julie nous a préparé. C'est loin d'être du Van Gogh quand même, hein. Non, là c'est sûr, c'est pas du Van Gogh. Ah, Christelle, alors, Picasso ou Van Gogh? C'est quoi la différence? C'est-à-dire que ça n'a rien à voir. Bon, sinon, à quoi te fait penser ton plat? Mon assiette, je la comparerais à Nana Mouskouri, comme elle était souvent habillée en blanc et mon assiette est blanche. Ok, donc ton assiette ressemble à Nana Mouskouri, très bien. Mais pourquoi? Je chante plutôt des chansons assez aiguës et mon assiette est vachement aiguë, pas quelque chose où il y a du peps, comme du rock. Bon, arrêtons-nous 2 secondes sur cette phrase quand même. Mon assiette est vachement aiguë, pas quelque chose où il y a du peps, comme du rock. Ah, d'accord, bah c'est très clair en fait. Bon, voyons si Asna a mieux compris l'épreuve. Oula! Un commentaire? Épargnez-moi ça, s'il vous plaît. Une épreuve difficile donc où le résultat ne fut pas vraiment au rendez-vous. Je suis pas content. Mais si les candidats ont eu beaucoup de difficultés, cela a été également difficile pour les jurés qui en ont vu de toutes les couleurs. Et ils ne se sont pas gênés pour le faire remarquer. Si c'est pour nous faire de la popote, c'est pas la peine. Ne faites pas des choses que vous ne maîtrisez pas. Là, on n'est ni heureux, ni fier. Le contrat pas rempli. Bon, peut-être un compliment pour conclure. Là, c'est loupé. Cette semaine, les candidats ont dû reproduire un dessert inventé par Frédéric Anton et Christelle Bruat, la pomme soufflée.
Comment ne pas réussir cette recette et la rater totalement? Voici les conseils de nos candidats. Donc pour bien rater la pomme en sucre, la faire cuire non pas à 155 degrés, mais à 140 ou à 180, parce que là on a du caramel et c'est encore mieux, parce que là on rate carrément. Après vous gonflez, vous gonflez, vous gonflez. Surtout vous mettez pas les gants. Continue à souffler pour qu'elle soit fine, qu'elle soit magnifique. Et alors là vient le geste le plus technique. Collez la main sur la boule, avec l'humidité, le colle-sucre, tac, et vous la décapuchonnez. Et elle va exploser, faire des petits morceaux partout. Voilà la meilleure des façons de rater sa boule soufflée. Ludo, pour conclure? Champagne. C'est énorme. Asna et Pascal nous ont quittés et le jury analyse pour vous la progression de nos cuisiniers amateurs. Alors qui évolue, qui au contraire ne progresse pas? Réponse dans leur palmarès. La semaine dernière, Cédric et Tamara étaient éliminés. Ludovic et Christelle recevaient un avertissement. Simon était félicité. Ils ne sont plus que 7 en compétition pour remporter le titre de Masterchef. Les recettes sont de plus en plus sophistiquées. Les candidats doivent faire appel à leur savoir, mais aussi à leur technique. Esthétique et goût sont des composantes essentielles pour séduire le jury, qui dresse cette semaine le palmarès. Asna et Pascal sont tous les deux éliminés cette semaine. Aujourd'hui, vous avez compris, Asna, c'est vous qui allez quitter l'aventure. Asna n'a pas réussi cette semaine à être à la hauteur des attentes du jury. Elle échoue sur la boîte mystère monochrome. Si l'esthétique n'y est pas, le goût non plus. Alors là, certes, il y a de la couleur, mais on n'a aucune envie de déguster. Envoyée en test sous pression, elle n'arrive toujours pas à convaincre les membres du jury avec sa tempura de cuisses de grenouille à la crème de camembert. On dirait qu'il y a un camembert fondu au fond de l'assiette. Asna est forcée de rendre son tablier. Deuxième éliminé de la semaine, Pascal. Son principal défaut, son manque d'organisation. Au début des épreuves, il faut impérativement que vous fassiez un plan de travail. Et vous allez gagner en efficacité et en organisation. Pendant l'épreuve du test sous pression, il se retrouve face à de redoutables adversaires, Ludovic, Pierre et Simon. Les candidats devaient réaliser une recette d'Olivier Nasty, un noble chevalier aux cuisses de grenouille. Mais Pascal accumule le retard et n'arrive pas à sortir l'assiette satisfaisante pour le jury. Le poisson n'est pas cuit. Oui. On ne peut pas dire que c'est un plat réussi, ça. Pascal est éliminé, mais ne perd pas son principal objectif de vue, ouvrir son propre restaurant. Là, j'ai vraiment envie de me lancer dans quelque chose. Un restaurant, tout simple. Donc c'est une nouvelle vie pour moi qui, je pense, va commencer à 55 ans. Nouvel avertissement cette semaine pour Ludovic. Semaine de merde. Depuis le début de la compétition, il collectionne les avertissements. Et de 3. Sur le test avec Christelle Bruat, qui nous fait cette magnifique pomme croustillante dans le sucre, déjà, il n'observe pas Christelle Bruat en train de faire sa préparation, de faire sa démonstration. Et après, moi, il m'a déçu parce qu'à 2 minutes de la fin, il abandonne. Ah, ça me casse les couilles, j'arrête. Il dit, c'est pas grave, je sais pas la faire, j'en fais pas. Et ça, en cuisine, on se bat jusqu'au bout. On va courir maintenant, il reste 2 minutes, c'est trop tard. Je rends sous pression, ça. Principal reproche du jury. Comme d'habitude, Ludovic est trop sûr de lui et pense que tout est acquis. Il voulait faire la plus belle pomme soufflée, sauf qu'à un certain moment, il va vite, il veut être le meilleur et en fin de compte, eh ben, il se loupe. Envoyé à 2 reprises en sous-pression cette semaine, il évite de justesse la porte de sortie. Je me sentais partir aujourd'hui, donc il faut se ressaisir. S'il comprend le message par rapport à cet avertissement-là, eh bien, Ludovic, il peut nous faire des étincelles. Mais il faut qu'il se remette en question. C'est possible d'avoir la machine de guerre, c'est possible. J'ai bien dit c'est possible. Anne-Lise et Christelle reçoivent cette semaine les félicitations du jury. J'en suis ravie, c'est la 2e fois, c'est bien. Je suis hyper positive, je la gagne, j'ai envie d'aller le plus loin possible. Depuis qu'elle avait reçu les félicitations lors de la première semaine à l'atelier en cuisinant une raviole qui avait surpris le jury, Anne-Lise s'était faite discrète. Et le jury souligne son grand retour cette semaine avec un remarquable travail lors de la boîte mystère. Le thème est plus que respecté, Anne-Lise. Les petites ballotines sont top, la sauce c'est top, l'idée des petits raviolis c'est top, les asperges c'est top. Un grand bravo, Anne-Lise. On revient pas dessus, il a tout dit. Tout va bien pour Anne-Lise qui est de retour au top après s'être effacée quelques semaines. Elle se reprend en main bien, elle mérite vraiment les encouragements.
Avertie la semaine dernière, Christelle, quant à elle, réussit à se ressaisir et reçoit cette fois-ci les félicitations du jury. Christelle, on la voit depuis le début, elle est combattante, parce qu'on voit qu'elle est costaud, qu'elle a de l'envie, qu'elle s'investit, mais on sentait toujours des lacunes. Elle avait du mal à déclencher vers ce qu'on lui demande, c'est-à-dire l'élégance et la finesse. Et cette semaine, à 2 reprises, elle nous a surpris. Il faut dire que sur l'épreuve de la boîte mystère, elle propose une de ses plus belles assiettes, au nom pourtant équivoque. J'ai appelé mon plateau saveur nuptiale, donc voilà. Ah, saveur nuptiale. Ce qui surprend le jury avant tout, c'est le raffinement de son assiette. Vous avez bossé en plus. Vous avez bossé, Christelle. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit des assiettes à la fois nettes et pures et qui n'étaient pas son travail du départ. C'était quand même assez grossier. Et là, c'est délicat, c'est soigné. Elle bosse, elle apprend, elle regarde. Sur cette épreuve, elle frôle le coup de cœur qu'elle finit par décrocher lors de l'épreuve de la pomme soufflée. J'étais la seule à faire 3 boules. C'est ça qui m'a fait un petit peu avoir les félicitations. Pas de doute, à force de travail et d'abnégation, Christelle se positionne parmi les favoris de la compétition. Pendant la journée, moi, à la place un petit peu de me reposer, je travaille pour essayer de terminer dans les 5 ou de terminer la première, quoi. C'est le travail qui fera la différence. En résumé, cette semaine, Asna et Pascal sont éliminés, Ludovic reçoit un nouvel avertissement, Anne-Lise et Christelle sont félicitées. Tous les conseils et astuces sont bons à prendre dès qu'il est question de gastronomie. Alors retrouvez tout de suite les bons plans de Sébastien Demorand. Il est dans nos assiettes à longueur d'année, du petit déjeuner avec un œuf mollet par exemple, au dîner dans un restaurant, le dessert par exemple une île flottante avec sa crème anglaise. L'œuf, vous le connaissez évidemment, vous en consommez régulièrement, mais je me dis que vous vous posez peut-être des questions, comment le reconnaître, ce bon petit œuf, comment le cuisiner évidemment de façon classique ou bien un tout petit peu plus décalée. Vous allez voir les réponses dans quelques instants. L'œuf reste l'un des ingrédients de base dans nos cuisines. Alors s'il nous arrive de manger des œufs de caille, d'oie ou encore d'autruche, c'est quand même l'œuf de poule avec près de 15 milliards d'œufs pondus chaque année en France qui reste le champion, toute catégorie. Nous sommes ici au cœur de la Bourgogne, à quelques kilomètres de Beaune, sur les terres d'un certain Frédéric Ménager. Vous avez vu, ça ce sont ces poules. C'est un ancien chef de cuisine qui s'est reconverti dans l'élevage. Et ces poules pondent des œufs labellisés bio. Ça signifie que leur alimentation provient de l'agriculture biologique à 90%. Le mode d'élevage pour Frédéric Ménager a une véritable incidence sur le goût et la qualité de l'œuf. Nous, on a remarqué que ce qui changeait le goût éventuellement, c'était la nourriture. Oui. C'est-à-dire qu'avec une poule de souche industrielle, on n'aura jamais le goût d'une souche ancienne. Je vous le confirme, plus les poules seront élevées à l'air libre avec une alimentation de qualité et plus les œufs auront du goût. Alors attention donc, quand vous en achetez, veillez au mode d'élevage mentionné sur l'emballage. Élevé en plein air signifie que les poules peuvent aller gambader. Au sol signifie qu'elles sont enfermées dans un bâtiment. En cage, là, les poules sont élevées en batterie dans un espace restreint. Vous pouvez également reconnaître l'origine des œufs grâce au code situé sur la coquille. Le 0, c'est pour le bio. 1 pour les œufs élevés en plein air. 2 élevés au sol. 3, c'est l'œuf industriel. Et les 2 lettres suivantes correspondent à la provenance de l'œuf. FR pour la France et par exemple BE pour la Belgique. Allez, direction à présent les cuisines de Frédéric Ménager pour apprendre quelques astuces de chef. Allez, on se met au boulot, Fred. Réussir la cuisson d'un œuf dépend tout d'abord de son conditionnement. On ne met jamais un œuf dans le frigo. Jamais, jamais, jamais. Sinon, le risque, là, s'il passe du froid au chaud, de toute façon, c'est de le faire éclater tout de suite. Et de toute façon, si tu réfléchis bien, une poule, lorsqu'elle fait ses œufs, dans le but de faire des petits poussins... elle les fait pas au réfrigérateur. Non. Dur, mollet, à la coque, au plat. Vous le savez, les œufs se cuisinent de multiples façons. Frédéric, lui, nous dévoile ses secrets pour ne jamais louper un œuf poché. On entend sans arrêt que c'est très très difficile à faire, qu'il faut un appareil, qu'il faut faire un petit vortex. Faire tourner l'eau, là. Donc pas de panique pour réussir vos œufs pochés. Portez tout d'abord l'eau à ébullition et ajoutez du vinaigre blanc. Allez, on en met quoi? C'est une casserole qui doit être à 3 litres. On en met 10 à 15 centilitres. D'accord. Il y a une chose très importante, il ne faut jamais mettre de sel dedans. D'accord. Parce que le sel, ça dissout l'albumine de l'œuf. Donc le blanc. Voilà. Je les casse dedans et je retire tout de suite du feu. Pour un meilleur résultat, n'hésitez pas à utiliser des œufs bio, vous ne le regretterez pas. Quant au temps de cuisson, eh bien vous avez vu, c'est pratiquement à l'œil et au toucher.
Et il n'y a plus qu'à, hein, Fred. Allez, go. Et voilà, ça coule direct. Ah ouais. Vous avez vu, pour l'œuf poché, cuisson au toucher. Par contre, pour la cuisson des œufs à la coque, comptez environ 3 minutes, 5 à 6 minutes pour les œufs mollets et enfin 10 minutes pour la cuisson des œufs durs. Et pensez toujours, avant de plonger vos œufs dans la casserole, à porter votre eau à ébullition avec une pincée de sel ou un filet de vinaigre. Jouer sur la texture de l'œuf en variant les modes et les températures de cuisson relève de la science. Certains chercheurs s'y sont d'ailleurs intéressés de très près. C'est le cas d'Hervé Thys, l'inventeur de la gastronomie moléculaire, qui a expérimenté une nouvelle manière de cuire ses œufs. Méthode surprenante, mais à la portée de tous. Bonjour Hervé. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là? Je fais cuire des œufs. Des œufs au four? Je fais cuire des œufs, oui. Ouais, enfin, moi je l'ai fait avec une gamelle d'eau chaude normalement. Ah oui, mais on n'est pas forcé de rester au Moyen-Âge. Passons au XXIe siècle. J'ai fait ça il y a une semaine. Surprenante et très pratique cette cuisson au four, plus besoin de surveiller ses œufs. C'est la température de cuisson de l'œuf qui compte et non pas le temps de cuisson. Absolument. Vous mettez vos œufs, vous promenez plus qu'une heure, vous revenez, ils seront toujours de la même façon. Petit conseil du scientifique, testez différentes températures de cuisson sur vos œufs pour obtenir la consistance souhaitée. Alors, celui-là, ça, quand on peut modeler comme ça veut dire 68 degrés. Là, on est monté à 85, on voit que c'est friable. Conclusion de cette petite expérience, avec une température située entre 61 et 65 degrés, vous obtiendrez un œuf coulant. Pour une température située autour de 75 degrés, vous obtiendrez un œuf dur. On récapitule. Pour réussir la cuisson de vos œufs, utilisez des œufs à température ambiante, privilégiez plutôt les œufs bio, et puis testez cette cuisson au four pour obtenir des textures étonnantes. Les candidats côté coulisses, le jury tel que vous ne l'avez jamais vu, des révélations plus étonnantes les unes que les autres, ça c'est tout de suite et dans la deuxième partie des news de la semaine. Comme chaque week-end, les élèves de Masterchef ont rendez-vous avec Philippe Gobet pour un cours de cuisine dans une école prestigieuse. Souvent très apprécié par les candidats pour son côté bon copain. Merci. Ciao. Philippe est aussi là pour resserrer les boulons quand c'est nécessaire. Et là, visiblement, c'était nécessaire. Je t'ai pas entendu. Oui, chef. Voilà. Et le premier à faire les frais de l'humeur du chef, c'est Olivier, qui la prochaine fois, c'est sûr, s'habillera autrement. T'es venu en short? Ouais. Mais si t'as la chance d'être la semaine prochaine, ne viens pas en short. D'accord. Parce que la porte. Et si on ne rigole pas avec le code vestimentaire, on ne plaisante pas non plus avec la découpe du poisson. Ludovic se souviendra longtemps du filet de bar. Ludo, il a levé le poisson à l'américaine. Sauf que quand on fait cette méthode, on est un expert, d'accord? Mais comme Ludo, c'est pas un expert, il a voulu faire ce qu'il a vu à la télé, tu vois? Et Philippe Gobet ne va pas s'arrêter là. Il sait faire la vraie méthode. Mais là, il a voulu faire du zèle. Hein? Bon allez, on finit par un petit conseil pour être sympa. Tu veux aller trop vite, Ludo? Non, on avait dit sympa. Et tu sais pourquoi tu vas aller trop vite, Ludo? Non. Parce que t'es sûr de toi. Mais vous allez voir qu'il n'y a pas que Ludo et Olivier qui agacent le chef aujourd'hui. En effet, c'est maintenant au tour de Simon de subir les foudres du chef Gobet. Qui a mis les oignons ici? Eh ben Simon, je suis pas fier de toi. Je suis pas fier de toi. Parce que regarde, t'as mis des oignons tout terreux, d'accord? Tu les as mis sur du beurre. Franchement, ça te ressemble pas, Simon. Toi, juste ça, tu mériterais de prendre la porte. Hein? Et alors que Simon se remet difficilement, Philippe Gobet, toujours aussi énervé, se confie à Julie. Je suis énervé, là. Il m'a énervé avec les oignons, là. Toi, je peux pas voir ça, quoi. Non? Si, je suis d'accord. On travaille bien, là. J'avais dit, on travaille comme ça, 10h10. On est bien, là, non? Bon, on se dit alors qu'il y en a au moins une qui passera à côté de la colère du chef aujourd'hui. Eh bien, pas du tout. C'est maintenant au tour de Julie d'en prendre pour son grade. Regardez l'erreur qu'il faut pas faire. Fouler avec une spatule. Moi, je sais pas faire ça. Hein? On foule avec quoi? Avec un pochon, avec une louche. D'accord? Bon allez, chef Gobet, finissons au moins sur une note positive. Ce dressage, il est pas mal, non? Tu vois ça? C'est joli. Et ça, c'est quoi? Un tas de merde. Bon, après tout, le chef, c'est lui. Cette semaine, les vainqueurs de l'épreuve par équipe ont eu la chance d'être invités dans les cuisines du chef étoilé Alain Montigny à Chantilly. Bonjour. Enchanté. Bonjour, enchantée Julie. Bonjour. 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 Bienvenue dans notre hôtel. Ce chef prestigieux, meilleur ouvrier de France en 2004, va faire découvrir aux candidats une partie des créations qu'il propose à la carte de son établissement. Ils sont bons, ça.
Moi, je trouve ça hyper bon. Ah ouais, c'est top. Ah ouais, c'est hyper frais. Là, C'est super agréable. Et pendant cette dégustation, il y a deux écoles. Les filles qui, telles des élèves appliqués, notent chaque mot sortant de la bouche du chef. Là, les emporte-pièces avec un petit emporte-pièce à calisson. Ouais. On a juste égoutté l'eau de tomate. Voilà, il est juste mixé et mis à égoutter. Et Olivier qui, lui, se contente de poser des questions. Le tourteau, vous le cuisez entier? Comment vous le cuisez, tout simplement? Alors combien ça se cuit de temps au bouillon? C'est un sucre qui cuit à combien pour qu'il ait cette souplesse là? Quoi comme tomate que vous avez? La cœur de bœuf. C'est quoi comme pomme de terre que vous utilisez? Qu'est-ce que vous utilisez comme chocolat? C'est quoi votre technique? Et toi, Olivier, tu ne ressens pas le besoin d'écrire les conseils du chef? J'ai pas l'habitude de trop écrire en fait. J'essaie de comprendre et d'analyser pour assimiler et pas après reprendre un cahier et puis refaire un truc quoi. Cette gelée là, je l'ai assimilée quoi, ça y est. Bon, et bien, puisqu'Olivier a déjà assimilé la recette de l'eau de tomate en gelée, nos candidats peuvent passer dans les cuisines du restaurant afin de suivre un cours de cuisson de poisson. Là, il est cuit. Et Alain Montigny va même leur donner une petite astuce pour être totalement sûr de la cuisson. C'est un truc tout bête. Des fois, bêtement, on peut louper une cuisson. C'est-à-dire qu'on peut envoyer un poisson qui n'est pas assez cuit. Et au moins s'assurer de la cuisson, c'est juste de piquer bêtement avec un petit pic en bois. Bon, disons-le clairement, Alain, c'est un cure-dent. Donc c'est un pic en bois, oui, c'est un truc tout bête. Et après l'apprentissage, nouvelle dégustation pour les élèves. Cette fois-ci, place au dessert. Voilà au dessert. Donc le chef pâtissier nous a préparé deux desserts en fait. Un à base de fruits et un à base de chocolat. Au chocolat ou aux fruits, les candidats sont unanimes. C'est le top. C'est très bon. J'essaie de décortiquer chaque couche pour comprendre ce qu'il y a dedans. Il est temps de partir pour les élèves de Masterchef. Dégustation, apprentissage, ils auront pleinement profité de cette journée récompense qui, à coup sûr, leur servira pour la suite de la compétition. Frédéric Anton, en compagnie des meilleurs candidats de cette semaine, des candidates d'ailleurs, Annelise et Christelle, a décidé de relever le défi du test sous pression. Astuces et conseils du chef dans la masterclass de Frédéric Anton. Cette semaine, Frédéric Anton aura deux élèves. Bienvenue. Vous avez gagné un cours particulier. Annelise, qui a été félicitée sur l'épreuve monochrome pour ses ballotines de sol et ravioles de navet, et Christelle, qui a été félicitée sur l'épreuve de la pomme soufflée de Frédéric Anton et Christelle Bruat. Et pour son cours particulier, le chef Anton a décidé de relever à son tour le défi du test sous pression, avec pour ingrédient principal le camembert. Je vous invite à me rejoindre. Allez, on y va. Au menu, chromeski de camembert et soupe asiatique au vermicelle frit. Pour sa recette, le chef commence par la réalisation des chromeski au camembert. Un chromeski est un terme culinaire qui désigne une croquette. On va enlever la partie blanche, mais pas entièrement. On prend cette partie-là, on gratte un petit peu. Moi, je le fais comme ça, c'est pas besoin de l'enlever entièrement. Puis il coupe grossièrement le camembert avant de l'incorporer à la crème liquide. Donc là, on fait chauffer notre crème. On va ajouter le fromage à l'intérieur et on va faire fondre notre camembert. Une fois qu'il est fondu, le chef passe la préparation au chinois pour avoir une crème bien lisse. Voilà, hein, on a toutes les parties à l'intérieur de la croûte. Voilà. Puis pour constituer la forme de ces chromeski, le chef verse la crème dans des moules et les dépose au congélateur pour que les boules de camembert se solidifient. Ben voilà, ça sort du congélateur, tout simplement. Le fromage, il est dur. Le chef dépose ensuite du gingembre confit à l'intérieur des chromeski pour apporter une note épicée. Puis Frédéric Anton constitue ses boules de chromeski en superposant les demi-sphères de crème de camembert. Là, on les a congelés. On va les faire frire tout à l'heure, mais il faudra que l'intérieur soit liquide. C'est ça l'importance, hein ? Pour bien réaliser des chromeski, il faut les paner, c'est-à-dire plonger les boules de camembert dans de la farine, puis dans un œuf battu pour que la chapelure puisse se fixer. Il ne reste plus qu'à les frire. 180, on plonge. Et en moins d'une minute, on regarde, on fait attention. Vos chromeski sont prêts. Vous avez vu, on a quand même quelque chose de super doré, de beau, de régulier. Le chef passe maintenant à la deuxième étape de sa recette, soupe asiatique au vermicelle frit. Alors on a le miso. Le miso est un aliment traditionnel japonais qui se présente sous forme de pâte au goût très prononcé et très salé. On a la citronnelle, on a les petits champignons, on a du tofu. Le tofu est une pâte blanche fermentée au lait de soja. On a du sésame au wasabi,
On a des petits vermicelles de soja et on a du canard laqué. D'accord? Frédéric Anton commence à couper en petits morceaux le tofu, la chair et la peau du canard laqué. Il verse ensuite le miso dans de l'eau bouillante. Voilà. On va le dissoudre à l'intérieur. Bien parfumé, on va mettre 3 bâtons de citronnelle. Et ça va nous servir de petite soupe. D'accord? Voilà. Puis il incorpore les champignons à sa soupe. Et là, on va faire frire les vermicelles de soja. Le chef saupoudre ses vermicelles de soja frits de sésame au wasabi. Tous les éléments sont prêts. Frédéric Anton passe maintenant au dressage de sa soupe asiatique aux vermicelles frits. Et on va mettre ça sur le bord de l'assiette. C'est fini. Chromeski de camembert et sa soupe asiatique aux vermicelles frits. Anne-Lise et Christelle ont suivi attentivement toutes les étapes de l'élaboration de ces plats et en retiendront à coup sûr de précieux conseils. Pour Yves Candebord, un cuisinier doit être proche des producteurs. Dès que notre chef voyage, il n'hésite pas à faire une halte gastronomique pour redécouvrir les produits, comme ici la vanille de l'île de la Réunion. Aujourd'hui, nous suivons Yves Candebord, direction l'île de la Réunion. 10 000 km de Paris, 3 heures de décalage, 11 heures de vol et un spectacle à couper le souffle. Après avoir été le président du premier concours culinaire de l'océan Indien, notre chef a décidé de découvrir l'un des produits les plus renommés de l'île de la Réunion, la vanille. Pour Yves Candebord, être cuisinier, ce n'est pas simplement transformer la matière première, c'est aussi comprendre l'essence même d'un produit. Car mieux connaître un produit, c'est mieux le cuisiner. C'est donc une véritable aubaine pour notre chef de rencontrer directement les producteurs. Nous sommes ici à Sainte-Suzanne, dans le nord de l'île. Et c'est avec Bertrand Côme que notre chef a rendez-vous pour y découvrir la vanille de l'île de la Réunion. Première étape pour Yves Candebord, découverte d'une plantation de vanille. Bon, Bertrand. Alors, tu voulais voir ce que c'est que la vanille? Je suis venu pour. Et c'est au cœur de la forêt, ou plutôt au cœur de la jungle réunionnaise, que nos deux compères commencent leur périple. Une petite randonnée qui ne pose aucun problème à notre chef. Bon, là, c'est le cas de le dire, il faut le pied montagnard, Bertrand. Hein? Ah, tout à fait. Hein. Heureusement que je suis habitué à la montagne de mes Pyrénées natales, parce que sinon, ce serait difficile. Mais après une longue marche sous un soleil de plomb, la vanille se fait attendre. Quand c'est qu'on arrive? On est dans le champ de vanille. On est où? On est dans le champ de vanille. Où est la vanille? Pour Yves Candebord, la présence de la vanille n'est pas si évidente que ça. C'est pas ça? Non, ça c'est un palmier, Yves, ça n'a rien à voir. Je sais que t'as la vanille, Bertrand. Ben voilà. Quoi, c'est ronces? C'est liane. Et oui, la vanille pousse sur des lianes et toujours en forêt car elle craint le soleil. La vanille ressemble à un légume qui nous est familier. Il y a des gros haricots verts. Mais la vanille n'est pas un légume, c'est une fleur. Alors la vanille fait partie de la famille des orchidées et c'est le seul fruit d'orchidée qui se mange. Combien de temps il faut avant de les ramasser, ces gousses de vanille? Alors elles vont rester 9 mois sur le pied. 9 mois sur le pied. Vous allez voir, le plus surprenant dans tout ça, c'est le temps de préparation avant de consommer une simple gousse de vanille. Un travail considérable réalisé dans l'atelier de préparation de Bertrand Côme, situé à quelques kilomètres de l'exploitation. Voilà Yves, on arrive ici dans l'atelier de préparation de la vanillerie. L'atelier de préparation. C'est ici que les gousses vertes vont être transformées pour leur permettre de développer tout leur parfum. Première étape, on chauffe les gousses dans de l'eau à 65 degrés dans une cuve pour arrêter son mûrissement. Puis la vanille est placée dans des caisses capitonnées avec des couvertures pendant 24 heures. Tu les fais transpirer alors? On les fait transpirer, on les fait suer. Et en l'espace de 24 heures, les gousses qui étaient vertes deviennent complètement noires. Puis les gousses de vanille sèchent au soleil pendant 8 jours. Au bout des 8 jours, elle va être suffisamment dorée pour pouvoir ensuite continuer son séchage à l'ombre. Et elle va séjourner pendant 2 à 3 mois. Alors lorsqu'on a suffisamment de gousses sèches, on va les mettre dans la caisse de maturation. Ce sera un peu l'équivalent pour le vin du passage en barrique. Et elles vont y séjourner au total pendant 1 année. Récapitulons, 9 mois avant la récolte, 24 heures en caisse capitonnée, 8 jours de séchage au soleil, 3 mois de séchage à l'ombre, puis 1 an d'affinage dans des caisses de maturation. Il faut donc attendre 2 ans et 9 jours avant de consommer une gousse de vanille. Vous l'aurez compris, il faut du temps pour que la vanille développe tout son parfum. Un parfum qui plonge Yves dans une certaine nostalgie.
Quand je rentre dans des pièces comme ça, moi, ce que j'aime, c'est l'odeur. C'est comme quand je rentre dans la charcuterie de mes parents. Le boudin. Quand mon père fait le boudin, c'est une odeur qui m'a marqué à vie. Bon, ok. Mais alors, comment reconnaît-on une vanille de qualité? Alors, une vanille de qualité, elle doit être noire, souple et brillante. Souple, on doit pouvoir faire un nœud avec une mousse de vanille. Bien souvent, on trouve des vanilles beaucoup trop sèches. Et c'est pareil, ce gras est important, c'est pour l'arôme final? C'est important parce que les corps gras retiennent les arômes. Dernière étape, mettre les gousses en botte pour éviter qu'elles ne se dessèchent. Maintenant, Bertrand va nous donner une petite astuce pour utiliser la vanille en cuisine. Ça, ce qu'a fait Bertrand, c'est indispensable pour l'utilisation de la vanille. Il faut fendre la gousse en deux. Et après, Bertrand, qu'est-ce que fait? Alors ensuite, il faut gratter les graines qui se trouvent à l'intérieur. Tout l'arôme de la vanille est concentré autour de ces graines. Et contrairement aux idées reçues, Bertrand déconseille d'utiliser l'ensemble de la gousse de vanille dans vos préparations. Un conseil que même le chef a du mal à croire. Et pourtant, ça donne du goût, l'enveloppe. L'enveloppe va donner de l'amertume. Le goût, il est là. L'enveloppe va donner quoi? Au niveau des graines. L'enveloppe va donner de l'amertume à ta préparation. La vanille n'a donc plus de secret pour Yves Candebord, qui repart même avec une petite astuce culinaire. Olivier Nasty, chef étoilé et meilleur ouvrier de France en 2007, a défié nos candidats lors du dernier test sous pression. Très attaché aux produits et fervent défenseur des traditions, c'est en famille que ce chef travaille. Voici son portrait. Merci d'accueillir Olivier Nasty. Vous l'avez découvert aujourd'hui dans MasterChef. Méticuleux et exigeant, c'est lui qui a lancé le défi aux candidats de réaliser sous pression l'une de ses recettes préférées. Alors j'ai préparé un omble chevalier, cuisse de grenouille, quenelle de brochet, une sauce cresson et une émulsion de Riesling. Connaissance et respect du produit, deux valeurs essentielles à ses yeux, qu'il a voulu partager avec nos cuisiniers amateurs. Alors avec un petit couteau, vous venez, puis vous les rebroussez un petit peu. Inclinez votre couteau et c'est l'arête qui vous guide. Voilà, c'est très bien. Vous l'avez vu, Olivier Nasty est un chef pédagogue mais intransigeant, pour qui cuisine rime avec connaissance du terroir et respect du produit. Chef étoilé et meilleur ouvrier de France, Olivier Nasty cultive sa passion au cœur de l'Alsace. C'est loin de l'agitation des cuisines que nous retrouvons Olivier Nasty, véritable amoureux des traditions et du terroir de son Alsace d'adoption. C'est un peu le concept de ce que j'ai envie de faire, c'est de me dire, tiens, je vais cuisiner les produits que je trouve autour de chez moi. Quand on a ce produit-là, on sait raconter une histoire au client qui la mange. Et pour cuisiner tous ces produits, direction le restaurant gastronomique Le Chambard, que le chef a transformé en 2000 au centre du village de Kaysersberg. Eh bien, vous venez? Allez, on y va, s'il vous plaît. Il est 10 h, le chef va retrouver sa brigade de 22 cuisiniers qui s'activent déjà à la préparation du service. Ça va? Salut Fred. Bonsoir. Ça va? Ce midi, Olivier Nasty va mettre les asperges et les morilles qu'il a ramassées ce matin à l'honneur. C'est avec ce restaurant qu'Olivier est parvenu à se hisser au sommet de la haute gastronomie française et qu'il a acquis sa première étoile en 2004. On a travaillé les deux asperges, la blanche et la verte. Et puis l'asperge blanche, on en a fait un petit ragoût et on l'a cuit dans un jus d'écrevisse, dans un caramel d'écrevisse. Moi, j'aime bien respecter le produit. C'est l'asperge verte, là, on voit que c'est l'asperge. Dans sa cuisine ultra moderne, Olivier élabore chaque jour des plats d'une technique exemplaire. Asperges aux morilles fraîches, cabillaud et coquillages en marinière, panna cotta de foie gras ou encore Saint-Pierre sur risotto. Cette cuisine, je me base sur un terroir. Et puis ce terroir, à moi de moderniser, à moi de le rendre plus contemporain. Ce que j'aime dans la cuisine, c'est qu'elle paraît simple, mais une fois qu'on a pris une bouchée, on s'aperçoit que c'est extrêmement complexe à mettre en œuvre. Et si notre chef est aussi épanoui en cuisine, c'est parce qu'il a réussi à concilier sa passion pour la cuisine et sa vie de famille. Salut Fronin. Ça va? En effet, le restaurant d'Olivier Nasty est avant tout un établissement familial, puisqu'il l'a créé avec son frère Emmanuel. Olivier cuisinier, Emmanuel sommelier. Chez les Nasty, la passion de la cuisine, c'est avant tout une affaire de famille. Mais les frères Nasty ne sont pas seuls capitaines à bord du navire gastronomique. Ils ont également embarqué leurs épouses dans l'aventure. Vous avez choisi? Patricia, la femme d'Olivier, s'occupe de l'hôtel et de la salle. Quant à Corinne, la moitié d'Emmanuel, c'est elle qui centralise tout à la réception. Une équipe de choc sur laquelle Olivier s'appuie quotidiennement.
Ma famille est drôlement importante et je pense que j'avance à l'affectif et ça fait partie de quelque chose qui a beaucoup d'importance à mes yeux. Tellement d'importance qu'afin de préserver le cocon familial, Olivier Nasty a créé une bulle à l'abri des regards des clients pour profiter pleinement de sa tribu. C'est la pièce où nous, on mange en famille. Un facteur indispensable à sa réussite. Alors, le métier de cuisinier, ça demande énormément de sacrifices. Moi, j'ai la chance de vivre dans mon entreprise et de vivre avec ma famille au sein de mon entreprise. Alors, bien sûr, il y a des fois, mes enfants me disent, le jour de Noël, pourquoi nous, on n'est pas en famille comme tout le monde en France. Mais à côté de ça, c'est un métier qui nous redonne, qui donne tellement de satisfaction que le sacrifice en vaut largement la peine. Grâce à son acharnement, son travail et son entourage, Olivier est parvenu à concrétiser ses rêves de petit garçon, en imposant une cuisine chargée en sentiments. Sa passion est telle que dans la dynastie, la relève semble déjà bien assurée. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Cuisinier. Comme chaque semaine, nous vous proposons de découvrir une astuce de chef pour régaler vos convives. Aujourd'hui, c'est donc Olivier Nasty qui vous propose de réaliser des asperges parfaites. Une astuce étoilée très simple à réaliser. Commencez par éplucher vos asperges avec un économe. Une fois épluchées, bottelez vos asperges et attachez-les entre elles avec de la ficelle alimentaire. Pour éviter que les pointes s'abîment et pour avoir une cuisson parfaite, faites bouillir de l'eau dans une grosse marmite et plongez-y délicatement vos bottes d'asperges. Laissez-les cuire 5 minutes à feu vif, pas plus. Une fois les 5 minutes écoulées, coupez le feu et laissez vos asperges dans l'eau. Recouvrez immédiatement votre marmite avec un couvercle. Oubliez vos asperges une bonne dizaine de minutes dans l'eau chaude jusqu'à ce qu'elles tombent naturellement dans le fond de votre marmite. On ne peut pas se tromper. À partir du moment où elle est au fond de l'eau, vous pouvez être sûr qu'elle est cuite. Si vous suivez cette astuce à la lettre, vous n'aurez plus aucune raison de ne pas réussir la cuisson parfaite de vos asperges. Derrière, vous l'accompagnez d'une vinaigrette, un peu de jambon blanc, une mayonnaise, une petite salade, et le tour est joué. Bravo, gagnant du chèque de 10 000 € dont le nom s'affiche en bas de votre écran. Alors souvenez-vous, la première année de notre concours Masterchef, un candidat s'est distingué par sa créativité exemplaire. À force de travail et de persévérance, Cyril, ancien cadre de la grande distribution, est devenu chef d'un restaurant en plein cœur de Paris. Cyril, 39 ans, Paris. Lors de la première édition du concours Masterchef, Cyril avait séduit le jury par sa cuisine raffinée, sa créativité et sa méticulosité. Mais ce sont aussi sa passion et sa sensibilité à fleur de peau qui font de Cyril un candidat inoubliable de Masterchef. Après sa sortie, Cyril a quitté son métier de cadre dans la grande distribution pour vivre de la cuisine. Comme tout ce qu'il entreprend, il s'est investi à fond. Il a ainsi mené de front l'écriture de 5 livres de recettes, sa carrière de chef événementiel et sa campagne de publicité. En cuisine, c'est moi le chef. Et tout cela dans un seul but, développer son propre réseau et devenir chef cuisinier. Pari tenu, puisqu'après 2 ans de travail acharné, Cyril est aujourd'hui chef d'un restaurant en plein cœur de Paris. Donc c'est un restaurant qui est axé à la fois sur la cuisine et sur le vin. En plein cœur de Paris, à 2 pas du Louvre. Tout cela n'aurait pas été possible sans une rencontre cruciale, celle de Rodolphe, propriétaire d'un nouveau restaurant en quête d'un chef. Alors la répartition des rôles est très simple. Rodolphe, lui, il s'est chargé du vin, donc c'est lui qui a fait toute la sélection du vin, et puis il s'occupe de la salle, il manage tout le restaurant. Cyril est donc maître à bord en cuisine. Il a donc carte blanche pour créer de nouveaux plats. Sa cuisine devient un véritable laboratoire. Donc à un moment dans la journée, je prends tous les ingrédients que j'ai et je prends toutes les bases de recettes que j'ai et je remélange tout pour découvrir des nouvelles saveurs, des nouvelles associations. Et même son second est sous le charme de ces nouvelles associations. Allez, c'est parti, on envoie. Il a des idées, je sais pas d'où il les sort, mais elles sont géniales. En fait, j'arrive toujours pas à réaliser que je suis un chef professionnel. C'est ça le truc. Je veux garder cette petite touche amateur parce que je pense que la touche amateur, c'est le petit grain de folie qu'on peut rajouter dans des assiettes. On peut se permettre des choses. La cuisine de Cyril fait l'unanimité. Parfait. Mais définir ma cuisine, c'est très compliqué. Il y a des souvenirs de voyage. J'utilise beaucoup de fleurs, beaucoup de végétales. Je veux que l'assiette, dès qu'on la voit, on dise « Waouh, elle est belle ». Merci beaucoup.
Et Cyril le sait, chef cuisinier aujourd'hui, ce n'est pas simplement être derrière ses fourneaux. C'est aussi participer à des événements culinaires, partager avec le public, rencontrer des personnalités comme le célèbre critique culinaire Jörg Zibrik. Je suis allé dans le restaurant de Cyril première fois et j'ai retrouvé une cuisine que j'aime, que j'ai aimé spontanément, parce qu'il y a justement le goût de vrai, les goûts de vrais produits, et on sent qu'il ne triche pas. Cyril n'arrête pas et c'est peut-être le secret d'une carrière de chef qui démarre à toute vapeur. En juin dernier, il remporte la médaille d'or des Jeux Olympiques de la gastronomie en Chine. Une reconnaissance internationale qui devrait encore lui ouvrir de nouvelles portes. Masterchef se met à table, c'est terminé. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de notre grand concours Masterchef. À très vite, bonsoir. La semaine prochaine dans Masterchef, c'est la course pour le top 5. Le top 5, ça va être mon objectif cette semaine. Les candidats vont devoir redoubler d'efforts pour rester dans la compétition. Mon Dieu, qu'est-ce qui vous arrive, Julie? T'as pas pris ces putains de gelées de merde. C'est chaud, là. Je suis pas sûr d'avoir terminé avant la fin de l'épreuve. On voit tous les coups de fourchette, là. Vous l'avez gratté. Pour gagner leur place dans le top 5 des meilleurs cuisiniers amateurs de France, c'est un jury de plus en plus exigeant qu'ils vont devoir convaincre. On a l'impression que c'est l'assiette de la cantine. À ce stade de la compétition, est-ce que vous pouvez pas faire mieux? On a besoin de candidats qui nous bousculent, qui nous interpellent, qu'on se pose des questions, qu'on se dise waouh. Et c'est au Canada, de l'autre côté de l'Atlantique, qu'ils s'affronteront pour conserver leur place dans le concours. Qui va voir son rêve s'effondrer? Qui seront les 5 meilleurs cuisiniers amateurs de France à poursuivre la compétition? Réponse la semaine prochaine dans Masterchef. Cette semaine, ça va être rock'n'roll.